Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjeux. Cette semaine, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux et on va avoir un invité afin de discuter du début de la saison régulière des Alouettes. Il s'agit de l'ancien secondaire de ligne des Alouettes, justement, Marc-Olivier Brouillette, qui va nous accompagner, toujours en compagnie de Marc-André. On va faire le tour également des actualités du côté de la NFL parce qu'il se passe des choses, oui, malgré le fait que c'est la saison morte. Les mini-camps à travers la NFL commencent d'ailleurs cette semaine et comme à l'habitude, Marc-André va y aller de sa chronique Fantasy Football où il va nous parler des receveurs à surveiller. Il va dévoiler son top 20 à la position de receveur de passe. Alors, cet épisode du podcast Sac du Car commence à l'instant. Guillaume, par la musique. Marc-Olivier, écoute, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation afin de participer à cet épisode. Toujours un plaisir de jaser avec toi, Didier. Yes, écoute, c'est vraiment excellent. Pour les gens qui ne le savent peut-être pas, tu es analyste à la radio du côté anglophone pour les matchs des Alouettes depuis déjà quelques années. Là. Ça fait combien d'années encore? Là? C'est à combien de cette saison? C'est ma 5e saison. On a manqué une saison à cause de la Wow. COVID, mais j'ai commencé ça en 2019, là, immédiatement après ma retraite. Oui, hein, mon Dieu, ouais, le temps passe vite. Écoute, je pensais que c'est après la COVID que tu avais commencé. Alors, ben c'est ça, écoute, tu étais au stade de Percival Molson, tout comme moi, afin d'assister à la victoire des Alouettes. Puis Marc-André, qui est un mordu de football, ben lui, il a regardé le match de son téléviseur. Ça a été un beau début de saison pour les Alouettes, là, Marc-André. Absolument, 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 messieurs. Puis écoutez, la question qui était sur toutes les lèvres, c'est comment Davis Alexander allait se comporter à son premier match en tant que quart partant des Alouettes. Ben, qu'il a le poste de partant d'entrée de jeu. Comment l'avez-vous trouvé, Davis Alexander? 19 en 26, 205 verges par la passe, 50 verges au sol, sur 163 verges. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu les Alouettes courir autant. Mais commençons par le commencement. Comment, Didier, as-tu trouvé Davis Alexander dans son premier match? Écoute, je pense que ça a vraiment été une bonne performance de sa part. Il m'a impressionné de la façon qu'il a utilisé ses jambes, surtout quoi, une cinquantaine de verges au sol. J'ai retenu mon souffle à quelques reprises. Je sais pas pour vous les gars, lorsqu'il courait, parce que j'arrêtais pas de penser à Cody Fajardo lorsqu'il avait subi une élongation musculaire aux ischio-jambiers l'année dernière. Donc à chaque fois que Alexander était en mesure de tourner le coin ou d'acheter du temps, je me disais, oh, j'espère qu'il va pas se blesser. Puis même on a eu la frousse en deuxième demi lorsqu'il s'est fait frapper à une jambe, mais il a été en mesure de rester dans le match. Mais je pense vraiment, qu'est-ce qui est clé, Marc-André, c'est qu'est-ce que tu as mentionné, le jeu au sol, l'attaque terrestre. Je pense que ça a envie de la pression sur les épaules de Davis Alexander. Mais de son côté, il a vraiment connu un bon match. Il se débarrassait rapidement du ballon. Je vais donner crédit à Jason Mars et le groupe d'entraîneurs en attaque. Marc-Olivier, je pense qu'on est vraiment arrivé avec un bon plan de match du côté des Alouettes afin de bien épauler notre jeune carrière. Oui, absolument. Puis je pense qu'il fallait gérer la pression. Il y avait énormément de pression sur Davis Alexander. C'est certain que l'organisation se sont commis à lui pendant la saison morte en échangeant Fajardo aux Elks et puis en signant Davis Alexander un contrat à long terme. Mais si on regarde la saison 2024, il y a seulement eu 4 départs en tant que corps arrière partant. On peut peut-être considérer un 5e match, sa victoire contre les Riders en Saskatchewan, où il y a eu une très belle performance, surtout en fin de match, avec le toucher qu'il avait marqué. Mais je pense qu'avec toute la pression, surtout dans un marché comme Montréal, les attentes au niveau des Alouettes, qui malgré ce qui s'est passé l'année dernière dans la finale de l'Est contre les Argos, les gens s'attendent à avoir une très bonne équipe et une chance de se rendre à la Coupe Grey encore cette année. Donc, effectivement, là, David Alexander est sorti. Il a mené l'attaque. Il était en contrôle. Je m'attendais peut-être à voir un peu plus de lancers downfield. On a seulement vraiment vu 4 lancers downfield, les 4 dans la direction de Tyson Philpott, incluant le toucher de 26 verges qu'ils ont marqué tôt dans le match. Mais je suis d'accord avec toi, Didier. Ce qu'il a fait avec ses jambes, c'était extraordinaire. Il a pris des bonnes décisions. Il était très précis avec le ballon. Puis les décisions qu'il prenait, quand il décidait de courir, il partait. Il n'y avait aucune hésitation. Il utilisait ses qualités athlétiques pour tourner le coin. C'est la raison pour laquelle là, il a été en mesure d'aller chercher presque 50 verges au sol dans le match. Est-ce que c'est une performance qui est rassurante pour vous ou vous vous dites: «C'est juste un match, partons pas en peur, attendons de voir quand il va le faire face à de l'adversité»?
en cours de saison, Didier? Écoute, jusqu'à présent, depuis le début de sa carrière, Davis Alexander, à chaque fois qu'il a eu un test, il est en mesure de passer le test de brillante façon. Je me souviens la toute première fois là, qu'il avait joué au Stade Russell Molson, c'est lors d'un match préparatoire. Les Alouettes tiraient de l'arrière au quatrième quart. Il les a ramenés de l'arrière pour l'emporter. Ensuite de ça, la saison dernière, Cody Fajardo tombe au combat. Là, on s'est dit, bon, ben finalement, on va pouvoir voir Davis Alexander. On va avoir un plus gros échantillon là, que juste les matchs préparatoires ou les matchs à la fin de la saison régulière qui ne veulent rien dire au classement. Marc-Olivier vient de le dire, il a gagné ses 4 départs. Là, on se dit, oui, là, c'est bien beau ça, mais là, ça va être comment, là, d'être le carrière partant dès le début de la saison, parce que lui-même et Jason Moss ont reconnu, c'est un rôle qui est tout à fait différent. Puis là, il nous a offert la performance qu'on a vue vendredi soir contre les Argonauts de Toronto. Oui, je sais, les Argonauts, toi, il y a eu plusieurs changements du côté de la défense. C'est le premier match de la saison. C'est une équipe, je crois, qui va s'améliorer en cours de route. Mais on n'a pas le choix. En tout cas, moi, je donne un A à Davis Alexander pour son premier départ à titre de carrière partant officiellement des Alouettes. Tu as parlé de Philpott, Marc-Olivier, pardon, tout à l'heure. Puis j'aimerais savoir pour un gars qui a avoué cette semaine que sa carrière était peut-être compromise avec ses blessures. euh, il est tout là, là. Il est en grande forme, Tyson Philpott. Et il a l'air vraiment complètement rétabli sur le terrain. Hmm. Ouais, absolument. Je pense qu'il y avait des points d'interrogation au niveau là, de sa blessure. Et puis si effectivement ce serait le même joueur que les partisans des Alouettes ont vu l'année dernière, qui a eu un départ de saison incroyable en 9 matchs, presque 800 verges par la passe. Il devenait une star dans la CFL. Je pense qu'on ne peut pas le nier. Là, c'est un des meilleurs receveurs dans la CFL, mais avec une blessure au pied pour un receveur qui doit courir, qui doit faire des cotes sur le terrain. On s'attendait peut-être à avoir un petit peu d'hésitation du côté de Philpott, mais ce n'était pas le cas. Il courait à 100 000 à l'heure. On a parlé de son toucher qu'on voit à l'écran maintenant. Il y a eu une autre opportunité où est-ce qu'il aurait il l'a manqué par quelques pouces. Puis je pense qu'il y avait du contact avec un défendeur des Argos avant qu'il reprenne son stride, puis il a manqué le ballon. Mais je pense que les Alouettes et puis les partisans des Alouettes là, peuvent s'attendre à avoir une autre saison, une autre performance extraordinaire de la part de Philpott. Est-ce que ça Ouais, va être écoute, ça, cette Didier? passe. Ouais, vas-y, Didier. Vas-y, Non, Didier. mais j'allais juste dire, ouais, ok, tu me donnes un feu vert, mais cette passe-là, la passe de toucher de 26 verges d'Alexander à Philpott, durant le camp d'entraînement, on a vu Alexander compléter cette passe à Philpott, je crois, à tous les jours. C'est constamment pour un toucher, ce tracé vertical. En tout cas, j'étais pas surpris de voir que la connexion a fonctionné encore une fois lors du match. Mais Marc-Olivier, je sais pas, toi, est-ce que tu savais à quel point la blessure que Philpott a subie l'année dernière était grave. Parce que hier, là je dis hier, on enregistre le podcast mardi matin, donc à la suite de l'entraînement de lundi, je me suis entretenu avec Phil Pott, puis il m'a expliqué à quel point cette blessure-là était grave. On a dû lui insérer une tige, on a remplacé un de ses ligaments dans un de ses pieds en fait, par un ligament artificiel en métal. C'est ce qu'il m'expliquait. Sa convalescence a été très longue, là, 5 mois. Il a passé 5 mois sans être capable de marcher dans une botte protectrice, oui. Puis ça n'a pas été facile. Même à un certain moment donné, il n'était pas certain s'il allait être en mesure de revenir au jeu. Il pensait que peut-être sa carrière allait être compromise. Alors là, c'est vraiment tout un retour qu'il a effectué lors du premier match. Puis c'est ça, Marco, je ne sais pas si toi, tu savais à quel point cette blessure-là était grave, parce que ça n'a vraiment pas été facile pour lui, là, justement, d'être de retour sur le terrain à 100%. Ben, sa blessure me fait penser à l'ancien secondaire des Alouettes, Bear Woods, qui avait eu une blessure au pied également. Et puis, je sais que c'est quelque chose qui l'a traîné avec lui pendant plusieurs saisons. Il a eu de la misère à se rendre même à Hmm. 90 là. Il jouait jamais à 100. Puis en plus, pour un receveur, comme Ah j'ai oui. mentionné tantôt, c'est encore plus difficile avec tous les déplacements qu'on fait sur le terrain. Puis même au niveau mental, quand tu subis une blessure au bas du corps, que ce soit un genou, une cheville, un pied, euh,
il y a toujours un doute quand tu rembarques sur le terrain. C'est pas juste pendant quelques jeux, pendant un match, ça dure pendant plusieurs semaines. Donc, il y a tout le challenge au niveau physique de se remettre en forme, mais également au niveau mental, de se sentir à l'aise sur le terrain, d'être en mesure de faire les choses qu'on faisait avant la blessure, puis faire ça à pleine vitesse. Et puis, je pense que Phil Pott a Mm. démontré qu'il y a énormément de confiance, mais je pense qu'on n'est pas encore. Il va falloir quand même continuer à gérer cette blessure-là pendant la semaine. Je suis quasiment certain qu'après le camp d'entraînement, après le match, il y a encore beaucoup de douleur dans son pied. Donc, on peut s'attendre à ce que le staff des Alouettes gère la situation de sa blessure pendant la saison, que ce soit en manquant quelques pratiques ici et là pour lui donner une chance de se reposer un peu pour qu'il puisse arriver au match dans la meilleure forme possible. Je disais, si on regarde la distribution des ballons chez les receveurs des Alouettes lors du dernier match, Austin Mack, 5 réceptions, 51 verges. Phil Pott, 4 réceptions, 48 verges. Rambo, 3 réceptions, 36 verges. Snead, 34 verges, 3 réceptions également. Est-ce que c'est ce genre d'attaque équilibrée que les Alouettes vont avoir, selon toi, en cours de saison? On va distribuer le ballon. On ne verra pas de performance de 150, 180 verges d'un receveur. On est vraiment équilibré. On a 4 bons receveurs. Est-ce que c'est le genre de est-ce que c'est qu'est-ce que tu t'attends de la performance ou des receveurs des Alouettes cette saison? Mm. Je pense que dans un monde idéal, c'est ce qu'on souhaite du côté des Alouettes. Tu sais, pour les adversaires, puis je pense que Marc-Olivier peut nous en parler, lui-même un ancien secondaire de ligne, il a également joué à la position de maraudeur, Marco. Mais du côté des défenses adverses, on peut pas se concentrer sur un receveur de passe. Tu peux pas utiliser des ressources et en disant, OK, on va juste se concentrer sur Phil Pott parce que là, tu as Austin Mack, tu as Snead. Donc, il y a tellement d'armes à la disposition de Davis Alexander. Lui, tout ce qu'il doit faire, c'est commettre un point guard au basketball, comme un meneur de jeu au basket. Distribuer le ballon, s'en débarrasser rapidement, puis laisser ses receveurs de passe faire le travail, parce que vraiment, la position de receveur de passe est une des forces des Alouettes. Pour moi, c'est le meilleur groupe de receveurs de passe de la Ligue canadienne de football, parce qu'on a en plus de ça des receveurs qui ont des styles différents. Alors ça, je crois que c'est vraiment formidable pour les Alouettes, mais il faut que tout le monde reste en santé, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière. On vient de parler de la blessure à Phil Pott, mais pratiquement tous les receveurs de passe ont fait des séjours sur la liste des blessés de 6 matchs. Oui, absolument. Puis je pense que ça revient également au plan de match de Jason Moss, de distribuer le ballon, les passes courtes dans le short to mid-range. Surtout sur premier essai, ça leur met dans des situations en deuxième essai où est-ce que maintenant, s'ils veulent, ils peuvent courir le ballon. Ils ont confiance dans leur short yardage offense que s'ils se ramassent dans une situation de troisième une et demie, dépendamment où ils sont sur le terrain, ils n'ont pas peur d'y aller avec Caleb Evans et puis l'unité de short yardage. Donc, effectivement, là, je m'attends à ce qu'on voit d'autres matchs comme on a vu contre les Argos, où est-ce qu'on a 5, 6, 7 différents receveurs qui vont capter des ballons. Et si on parle du jeu au sol également, Didier, à la surprise de tous, c'est Sean Thomas Arlington qui a obtenu le départ en vue du premier match de la saison avec la blessure à Stevie Scott. On avait dit du côté des Alouettes qu'on voulait peut-être un gars plus nord-sud que Walter Fletcher. C'est ça qu'on a eu, hein? Du jeu nord-sud de la part de Sean Thomas Arlington. Comment tu as trouvé, comment il s'est débrouillé selon toi? As-tu aimé sa performance lors du match numéro 1? Ouais, j'ai aimé qu'est-ce qu'il a fait, parce que dès le début de la rencontre, on lui a remis le ballon, on est allé au sol, puis il a été productif. En plus de ça, bon, il y a Tice qui est allé, il a juste eu le ballon 3 fois au sol, Tice, mais il y a 2 de ces courses-là, il a vraiment été impressionnant. Là. Écoute, il s'est débarrassé de plaqués, il brisait des plaqués, il semblait très difficile à amener au sol, mais personnellement, j'étais très heureux pour Sean Thomas Arlington, parce que pour lui, c'est un premier départ depuis 2021, lorsqu'il portait l'uniforme des Tiger Cats de Hamilton. Il est âgé de 32 ans. Il ne s'attendait pas nécessairement à avoir une autre opportunité au cours de sa carrière d'être le demi à l'attaque partant. Puis, écoute, il a sonné la charge d'une certaine façon pour les Alouettes et puis possiblement qu'il pourra obtenir un deuxième départ consécutif. J'étais à l'entraînement de lundi, le premier de la semaine, et c'était encore lui qui était dans le champ arrière en premier. Il semble qu'on va encore une fois garder Stevie Scott sur la liste des blessés d'un match pour la rencontre de vendredi soir à Ottawa. Donc, le jeu au sol a été productif du côté des Alouettes.
Danny Machocha m'avait parlé lors du camp d'entraînement. Il m'avait dit une des façons d'épauler notre jeune carrière Davis Alexander, ça va être d'avoir plus d'équilibre au niveau de notre sélection de jeu en attaque. C'est ce qu'on a vu lors du premier match de la saison. Maintenant, la question est de savoir, Marc-Olivier, si ça va se poursuivre pendant toute la saison, cet équilibre au niveau de la sélection de jeu. Ben, je vous avoue, dans le cas de Sean Thomas Erlington, j'étais pas certain c'était quoi le plan de match pour les Alouettes. Il était sur le depth chart en tant que partant, mais il avait quand même de la flexibilité au niveau du ratio, là, surtout avec les nouveaux règlements au niveau des Nationalized Americans, ceux qui ont passé un certain nombre d'années dans la Ligue canadienne de football et avec une équipe. On pense notamment à des gars comme Tyrese Beverett, Dylan Wynn. C'est des gars qui peuvent se qualifier comme Nationalized American. Donc, je m'attendais à ce que peut-être ça soit Travis Tice qui ait la majorité des courses pendant le match, mais finalement, c'est Sean Thomas Erlington qui a eu le gros du travail pendant ce match-là. Et puis, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le premier quart et le quatrième quart. C'est là que Sean Thomas Erlington a ramassé la grande majorité de ses verges au sol. Je pense notamment au premier drive qui, malheureusement, s'est terminé avec seulement 1 point à cause du botté manqué de Maltos. Mais je pense que Sean Thomas Erlington a set le tone très tôt dans le match et puis rendu au quatrième quart, lorsque les Alouettes avaient besoin de commencer à écouler le temps sur le cadran. Tout le monde dans le stade savait que Davis Alexander allait remettre le ballon à Sean Thomas Erlington et puis la défense des Argos n'était pas en mesure de l'arrêter. Donc, un très beau travail de la part de Thomas Erlington et puis également de la ligne à l'attaque des Alouettes. Mais encore là, Didier, on en parlait la saison dernière. J'ai trouvé que moi, qu'on a commencé le match avec beaucoup de jeux au sol, puis par la suite, il a été comme un peu oublié pendant 2 quarts. Puis par la suite, on est revenu pour closer le match, pour terminer la rencontre en beauté. Je sais pas toi, mais tu sais, il y a eu une période de flottement de peut-être 1 quart et demi, 2 quarts, là, qu'on n'a pas utilisé de jeu au sol. Quand on parle d'équilibre, c'est avoir vraiment le jeu au sol durant 4 quarts, selon moi, là. Ouais, mais ça a fonctionné. Tu sais, c'est difficile là, de critiquer Ouais. les Alouettes parce que ça a fonctionné. Puis comme Marc-Olivier vient de le dire, lorsqu'on avait besoin de courir avec le ballon dans les situations clés, les situations de court gain, ben, les Argos n'ont pas été capables d'arrêter l'attaque terrestre des Alouettes. Puis bon, il y a des jeux par la passe qui sont devenus des jeux au sol avec les courses, notamment de Davis Alexander. Mais je veux juste en revenir à ce que Marc-Olivier a dit. Tu sais, une des qualités d'un bon porteur de ballon, c'est est-ce que tu es en mesure de courir avec le ballon au quatrième quart quand ton équipe veut protéger l'avance et que tout le monde dans le stade sait qu'on va te remettre le ballon. Puis Tom Arlington nous a prouvé qu'il est en mesure de le faire. Puis ça, c'est vraiment une excellente qualité à avoir chez un demi à l'attaque. Et je pense du côté des Argos également, après le bon premier quart que les Alouettes ont eu au sol, ils ont mis l'emphase sur tenter d'arrêter le jeu au sol. Et puis c'est là qu'on a vu beaucoup de RPO, le Run Pass Option, où est-ce que les Argos, avec le joueur libre, misaient sur défendre le jeu au sol, ce qui forçait Davis Alexander à garder le ballon et puis le lancer dans le flat. Mais dans la Ligue canadienne de football, la réalité, c'est que les passes courtes qui sont près du line of scrimmage ou peut-être juste dépassé ou juste avant, ça compte presque comme des jeux au sol. Donc, je pense que c'est quelque chose que les Argos ont essayé d'enlever des Alouettes au deuxième et troisième quart de ce match-là, mais ils ont quand même fait une bonne job. Les play calls étaient là, c'est juste que la course n'était pas là. Mais Davis Alexander a pris de très bonnes décisions, a bien protégé le ballon et puis a fait toute une job là, de bien mener l'attaque des Alouettes pendant 4 quarts de ce match-là contre les Argos. On va parler de la défense maintenant, mais juste avant, peut-être une petite parenthèse là, pour clore le segment jeu au sol de ce podcast. Les Argonauts, messieurs, 34 verges au sol. On a libéré Kadeem Carey avant le match, avant la saison. Finalement, ça n'a pas été très fructueux lors du premier match. Je ne sais pas si on avait une erreur là, du côté des Argos. Ouais, c'est une bonne question. Kadeem Carey, qui là, a été mis sous contrat par les Rough Riders à Saskatchewan à la suite d'une autre blessure à A.J. Wallet. Moi, je vais donner crédit aux Alouettes. Parce que les Alouettes, on en a parlé, Marc-André, lors des dernières semaines, depuis le début du camp d'entraînement, l'arrivée de Sean Oakman, notamment. On a ajouté du muscle au niveau de la position de plaqueur à l'intérieur de la ligne défensive, justement, pour être plus solide contre le jeu au sol. Mais encore une fois, les Argonauts,
sais, je suis pas certain que la formation des Argonauts qu'on a vue vendredi soir, ça va être la même rendue à Mhm. l'automne, au mois de septembre, au mois d'octobre, parce qu'on a plusieurs nouveaux visages. Faut pas oublier que Nick Arbuckle, c'est un carrière réserviste. Hein. Oui, bon, il a permis aux Argos de gagner la Coupe Grey l'année dernière lorsque Chad Kelly s'est blessé. Chad Kelly, éventuellement, devrait revenir au jeu. On ne sait toujours pas quand, mais on a affronté un carrière réserviste. Faut juste pas oublier ça. Je veux juste mettre ça en perspective, puis je veux absolument rien enlever à l'excellente performance des Alouettes. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais tout ça pour dire, du côté des Argonauts, c'est comme ça on se cherche. Là. Au niveau de la ligue défensive, on a plusieurs jeunes joueurs. On a McMahon comme porteur de ballon, mais il a un petit gabarit. Donc, moi, je pense que la formation des Argos risque d'être différente une fois qu'on sera rendu à l'automne. Bref, on verra. Ouais, c'est un peu similaire à ce qu'on a vu la saison dernière. Chad Kelly qui a manqué la première moitié de la saison en raison de sa suspension. C'est certain que quand lui va revenir, les Argos vont être une équipe améliorée. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec le personnel des Argos avant le match de vendredi dernier. Semble-t-il qu'il lui reste à peu près 3 à 4 semaines avant qu'il soit prêt pour revenir Mm. au jeu. Donc, si les Argos sont en mesure de, comme on dit, weather the storm pendant les 3, 4, 5 premiers matchs de la saison, au retour de Kelly, je pense que ça va être une équipe beaucoup améliorée comparativement à ce qu'on a vu vendredi soir. Parlons de la défense maintenant, messieurs, des Alouettes, parce qu'elle mérite qu'on parle d'elle. 3 revirements dans le match. Elle a été vraiment dominante, Didier, d'un bout à l'autre de ce match-là. Vraiment, la défense de 2024 est de retour en 2025. Ben oui, puis ça faisait penser à l'unité défensive des Alouettes à l'époque où Marco jouait également. Parce qu'on était en mesure d'appliquer une pression constante sur les carrières adverses. Écoute, on a fait la vie dure à Nick Arbuckle. Isaac Ademi Berglund était constamment dans le champ arrière. Lol Uguak qui semblait être en forme. Faut pas oublier que l'année dernière, lorsque Uguak était revenu de la NFL des Buccaneers de Tampa Bay, il traînait une blessure à une épaule. Donc, il avait jamais été à 100%. On n'avait pas vu le Uguak de 2023. Mais là, vendredi soir, c'est ce Lowell Uguak-là qui s'est présenté. Puis les unités spéciales également ont été productives. James Letcher a eu quelques bons retours de beauté. Je ne sais pas, toi, Marc-Olivier, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'unité défensive des Alouettes face aux Argonauts? Je pense qu'ils ont dominé. Et puis avec le personnel et puis le groupe d'athlètes qu'ils ont, ça leur permet de faire des choses que d'autres équipes ne sont pas en mesure de faire. Tu penses notamment à Isaac Adeyemi Berglund. Oui, c'est un joueur de ligne défensive, mais si tu le regardes de près pendant le match, il y a au moins la moitié des snaps défensifs qu'il n'est pas sur la ligne de mêlée. Il est à 2, 3 verges, il drop dans des zones, il fait partie des stunts, il vient sur le edge, il vient à l'intérieur, puis ils font ça à quasiment toutes les séries. C'est très rare qu'on Mhm. va voir le même front défensif, le même look de la part de la défensive des athlètes. Et puis ce que ça crée, c'est de la confusion au niveau des lignes à l'attaque des équipes adverses. Parce que là, tu as des gens qui sont alignés à des positions où est-ce que tu n'es pas habitué de les voir. Il y a énormément de mouvements avant le snap du ballon. Donc, ça crée des enjeux au niveau de savoir qui va bloquer qui et puis qui va avoir le match-up un contre un. Et puis, je pense que les Alouettes ont les athlètes qui sont en mesure de gagner ces match-ups un contre un. Puis, on l'a vu lors du match contre les Argos. Absolument. Écoute, moi, Adeyemi Berglund, vraiment. Mais ce que j'ai aimé aussi, Didier, c'est, oui, Adeyemi Berglund, vraiment, un touché, un sac du corps, 4 plaqués défensifs. Oui, C'est c'est vrai, le vraiment. premier touché de sa carrière. Exactement. D'ailleurs, ce toucher-là, moi, j'étais à la télévision, là, je le regardais, je n'étais pas convaincu, a priori, que ça aurait été un toucher. Vous, des lignes de côté, Didier, toi, étais-tu convaincu que c'était pas une passe vers l'avant? Écoute, toi devant ton téléviseur, tu avais une meilleure vue que moi sur les lignes de côté. Peut-être Marco avait une meilleure vue que moi, mais sur les lignes de côté, en plus, ça s'est fait à l'opposé de la ligne de côté où j'étais. Moi, là, très souvent, je dois regarder les reprises sur l'écran géant. Parce que c'est vraiment le fun, c'est amusant d'être sur les lignes de côté durant les matchs. Mais des fois, quand les jeux se passent de l'autre côté du terrain, je vois absolument rien. À la reprise, bon, j'ai vu qu'Arbuckle a échappé tout seul le ballon. Donc, je pense que c'était bel et bien un échappé, que ça a été la bonne décision. Marc-Olivier, toi, tu avais une meilleure vue que moi de la galerie de presse. Qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu?
Ouais, ben c'est ça. Il se dirigeait d'ailleurs là, en direction de notre booth au stade Percival Molson. Je vous avoue que j'étais pas certain lorsque le jeu arrivait live. Sauf que ce que j'ai apprécié de la part des officiels, c'est qu'ils ont ils ont laissé rouler le jeu. Ils ont pas sifflé. Ils se sont dit, regarde, on regardera le vidéo, on parlera au Command Center par la suite pour voir si c'était effectivement un échappé. Mais laissons-les jouer. Et puis, s'il y a une erreur, on la corrigera par la suite. Parce que si les officiels auraient sifflé passe incomplète, là, les Alouettes n'auraient pas été en mesure de challenger ce jeu-là. Donc je pense que les officiels ont fait un très bon job sur ce jeu-là. Ce que j'ai aimé, Didier, moi, c'est la profondeur là, des Alouettes, également sur la ligne défensive. On a une belle Oui. rotation, on a des joueurs longs et grands et longs, avec des longs bras. J'ai trouvé impressionnante cette ligne défensive-là, vraiment, lors du premier match. Non, moi aussi, tu sais, puis on en avait parlé durant le camp d'entraînement, Marc-André, tu sais, qu'il y avait un potentiel, là, justement, que cette ligne défensive-là soit améliorée. Tu sais, Marc-Olivier a parlé du fait qu'on a gagné nos batailles un contre un, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Tu sais, il y avait des matchs où la pression se rendait pas sur les carrières adverses. Alors, écoute, les Alouettes ont un beau potentiel là, pour la saison 2025. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Les blessures deviennent toujours un facteur en cours de route. La saison est un marathon, je le répète, c'est long. On parle de 18 matchs, ce calendrier rigoureux du côté de la Ligue canadienne. Mais en tout cas, moi j'ai hâte de voir la suite des choses pour cette équipe des Alouettes, qui, soit dit en passant, les Alouettes sont seuls en tête de la section S déjà, messieurs, hein, parce que Ouais. les trois autres Après formations de un la match. division ont perdu leur match. Ben oui, après un match. Ouais. T'sais, Au niveau de la ligne défensive des Alouettes, il leur manque encore un gros morceau avec Mustafa Johnson, qui est encore sur la liste des Oui. blessés. Euh, moi, j'ai trouvé la saison dernière que c'était un des meilleurs joueurs de ligne défensive dans la Ligue canadienne de football, une force à l'intérieur de la défensive des Alouettes. Et puis, je pense également à Antonio Moultrie qui a connu du succès l'année dernière avec la défensive des Alouettes. Et puis, si on parle des nouveaux joueurs, il y a Byron Vaughns, qui est un nom qui est ressorti après le camp d'entraînement, là, lors d'une discussion que j'ai eue avec le coordonnateur défensif des Alouettes, Noel Thorpe, avant le match hors concours à Ottawa, il y a 2 semaines. Il m'a dit de garder un œil sur Vaughns, qui est un joueur long, athlétique, qui est capable de tourner le coin. Et puis, je pense qu'il a connu un bon match dans son premier match de saison régulière dans la Ligue canadienne. si tu as des tentacules, tu peux jouer sur la ligne défensive des Alouettes. C'est ça qu'il faut retenir. Si on parle un peu des unités spéciales, messieurs, qui ont vraiment été excellentes, tu en as parlé, Didier, tu as expliqué tout à l'heure, tu as parlé de James Letcher qui a connu quelques bons retours, là, notamment au début du troisième quart, mais on va parler d'unités spéciales sans parler de la performance historique d'Alexandre Gagné. 7 plaqués sur des unités spéciales, ça égale un record de la Ligue canadienne de football. C'est pas mêlant, messieurs. Le meneur pour les plaqués sur une unité spéciale l'année passée, il en avait 22. Donc, c'est vraiment toute une performance d'Alexandre Gagné sur des unités spéciales. Capitaine Québec, c'est ça son surnom hein, dans le vestiaire, Capitaine Québec, parce que ses coéquipiers l'ont baptisé comme ça, étant donné qu'il donne toujours des discours inspirants un peu à la Captain America, alors on l'a baptisé Capitaine Québec. Mais écoute, je suis content pour Alexandre Gagné, parce que c'est un rôle ingrat qu'il joue, puis Marc-Olivier, tu peux nous en parler, il joue principalement sur les unités spéciales, hein. C'est là qu'il a fait sa marque depuis son arrivée dans la Ligue canadienne de football. Puis, il est l'as des unités spéciales. Moi c'est comme ça que je l'ai baptisé. Ses coéquipiers l'ont baptisé Capitaine Québec, mais moi, je l'ai baptisé l'as des unités spéciales. C'est un des meilleurs de la Ligue canadienne de football. Donc, je suis content que hier soir, justement, sa performance a égalé un record de la Ligue canadienne avec 7 plaqués sur les unités spéciales en une rencontre, que ça a permis qu'on parle de lui dans les médias après le match. Puis ça reflète à quel point les 3 facettes de jeu du côté des Alouettes ont bien performé dans cette victoire contre les Argonauts. Ouais, Gagné, c'est quelqu'un qu'on appelle un core teamer qui joue sur les 4 unités Mm. spéciales. Ça fait en sorte qu'il joue probablement au moins 25 à 35 snaps par game. Et puis je pense que il y avait beaucoup de pression sur les unités de couverture des Alouettes, notamment le kick-off et le punt, parce que si on retourne à la finale de l'Est l'année dernière, Janorian Grant des Argos qui retourne un botté pour un touché. Premier match hors concours cette saison, Deadman des Red Blacks retourne un botté pour un touché.
Donc, c'est certain que je pense qu'il y avait peut-être un doute au niveau de ces unités-là, des Alouettes, et puis il y avait quelque chose à prouver lors de ce match-là. Puis je pense qu'Alex Gagné a pris ça personnel. Il s'est dit, regarde, moi, je vais faire ce que j'ai à faire avec énormément d'efforts. C'est difficile. Si tu n'as jamais couvert un punt ou un botté dans la Ligue canadienne, c'est difficile à comprendre. Mais essentiellement, tu te bats pendant 15-20 secondes avec un gars. Tu as quelqu'un qui essaie de te bloquer. En même temps, tu essaies de voir il est où le ballon, de te mettre à bonne place pour faire un plaqué. Ça prend énormément d'efforts pour pouvoir jouer sur les unités spéciales et avoir des performances comme ça. Un bon match sur les unités spéciales, c'est 2, même 3 plaqués, c'est beaucoup, mais d'en avoir 7 dans un match, c'est une performance extraordinaire de la part d'Alex Gagné. Moi, j'aimerais le remercier parce que même en fin de match, lorsque le match était hors de portée des Argonauts, le botté d'après toucher, là, les bottés étaient excitants. C'était pour lui. On se demandait, il était où sur le terrain. Puis même, je me souviens, Pierre Ah, Archeval disait à la télé, il est à la gauche, il est en haut de votre écran, là, suivez-les. Puis là, on le suivait, même on essayait dans le troupeau. Bref, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Tableau du prochain match maintenant, Didier. Les Alouettes vont affronter le Rouge et Noir à Ottawa. C'est vendredi, le 13 juin à 19h30. Qu'est-ce que vous allez surveiller dans ce match-là, Didier, du côté des Alouettes? ouais, ben écoute, du côté des Alouettes, est-ce qu'on va pouvoir offrir le même genre de performance que vendredi soir dernier? Tu sais, parce que cette équipe-là était prête à jouer. Tu sais, Marc-Olivier a parlé de la première séquence. Bon, malheureusement, ça s'est terminé par un botté de précision raté. Mais Shantom Arlington avait donné le ton lors de cette séquence. Davis Alexander, il semblait vraiment être sharp, si vous me permettez l'expression, être à son affaire dès la première séquence. Cette équipe-là des Alouettes est arrivée prête à jouer. Mais là, on va devoir répéter le même genre de début de match, en espérant là, que ça va se terminer la première séquence en attaque avec un touché et non un rouge, parce que Ottawa a perdu la semaine dernière en Saskatchewan. Puis là, ça va être le premier match de la saison régulière au stade de la Place TD, devant leurs partisans. Puis croyez-moi, les gars, ils vont pas vouloir commencer avec une fiche d'aucune victoire et de défaite. Donc, ils vont arriver prêts à jouer eux aussi. Alors, du côté des Alouettes, ben là, ça va être un premier test sur un terrain adverse. On a passé le premier test à domicile. Là, on va aller jouer à Ottawa, où traditionnellement, on a du succès contre le Rouge et Noir. Mais moi, j'ai hâte de voir ça, là. Si on va pouvoir jouer avec la même intensité qu'on l'a fait lors du premier match de la saison régulière. Oui, et puis je pense pas que ça va être la même équipe que les Alouettes ont vu la semaine dernière contre les Argos. Si on regarde les Red Blacks du côté offensif du ballon, leur groupe de receveurs, on parlait du groupe de receveurs des Alouettes de Montréal, mais celui des Red Blacks, c'est assez impressionnant. Braylon Addison, Justin Hardy, l'ajout de Eugene Lewis, William Stanback dans le champ arrière, et puis Drew Brown qui, malgré une blessure en fin de match contre les Riders, là, on n'est pas trop certain dans quel état il sera rendu vendredi soir pour le match contre les Alouettes, mais il a quand même lancé pour 413 verges dans le match contre les Riders. Donc, je pense que les Red Blacks ont le potentiel de marquer beaucoup de points et puis de marquer des points rapidement. Donc, je pense que la défensive des Alouettes vont avoir leurs mains pleines avec l'unité à l'attaque des Red Blacks. Où est-ce que je pense qu'il y a une faiblesse du côté des Red Blacks? C'est dans la tertiaire. Beaucoup de nouveaux visages. Il y a beaucoup de talents individuels, mais dans la Ligue canadienne de football, il faut avoir une cohésion. On veut une tertiaire, une unité défensive qui ont joué beaucoup de snaps ensemble, qui peuvent se faire confiance, qui peuvent communiquer sur le terrain. Et puis, je ne sais pas si les Red Blacks sont rendus là. Ils n'ont pas encore assez de matchs avec cette unité défensive-là. Donc, je pense que si les Alouettes viennent avec un bon plan de match, ils sont en mesure de rester sur le terrain puis garder l'attaque des Red Blacks sur le banc, ça devrait être un bon match pour les Alouettes. On n'a pas écarté du côté du Rouge et Noir la possibilité que Drew Brown participe à la rencontre de vendredi, mais c'était Matthew Shields qui prenait les répétitions avec la première unité à l'entraînement lundi. Donc ça, c'est un dossier à surveiller. Peut-être que les Alouettes vont affronter un quart substitut pour la deuxième semaine consécutive pour amorcer la saison. Il t'a parlé, Marc-Olivier, de la tertiaire du Rouge et Noir. Didier, j'ai envie de te dire que la tertiaire du Rouge et Noir a vraiment permis à Samuel Emilius de connaître un fort match, là, 8-4, 133 verges, un touché la semaine dernière. Est-ce que c'est le genre de match dont un
un gars comme Tyson Philpott ou Austin Mack rêve là, en ce moment. Ouais, ben on en a parlé du fait que bon, les Alouettes ont plusieurs excellents receveurs de passe. Alors, ça pourrait être une opportunité justement là, pour qu'un de ces receveurs-là ou plusieurs de ces receveurs-là ajoutent à leurs statistiques. Puis Emilus qui a connu un match formidable, comme tu viens de le dire, mais généralement, lorsque Trevor Harris est dans le match, lorsqu'il n'est pas blessé, lorsqu'il est au poste de quart des Riders, il regarde souvent en direction du receveur montréalais, du receveur qui porte le numéro 19 du côté de la Saskatchewan. Mais oui, face à cette tertiaire du rouge et noir, les receveurs des Alouettes devraient avoir des opportunités de faire des jeux. Là. Moi, je suis pas mal convaincu de ça. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, Marc-Olivier? Ouais, je pense que si les Alouettes sont en mesure de courir le ballon, on risque de voir plus de passes profondes de la part des Alouettes. Comme j'ai mentionné, seulement 4 passes profondes dans le match contre les Argos, les 4 en direction de Tyson Philpott. Mais on le sait que Charleston Rambo, Austin Mack, c'est des gars qui sont capables de courir des tracés verticales, qui sont capables de faire des catchs contestés. Donc, je m'attends à voir les Alouettes prendre un peu plus de chance contre les Red Blacks pour vraiment voir si la tertiaire des Red Blacks sont en mesure de couvrir les receveurs de passe des Alouettes. Eugene Lewis a marqué un touché dans 9 matchs consécutifs en saison régulière. Il est à 1 du record. On dirait que les étoiles s'alignent pour qu'ils battent le record contre les Alouettes. Messieurs, donc vendredi 19h30, Alouettes Rouge et Noir, ce sera sur les ondes de RDS et en français et TSN. Et on va pouvoir suivre Marc-Olivier sur TSN 690, TSN Radio. C'est ça. Exactement. Ben, donc, ça complète notre tour d'horizon du match, notre analyse du match des Alouettes la semaine numéro 1. Ouais, parfait. Écoute, Marc-Olivier, je te remercie encore une fois de t'être joint à nous. C'est grandement apprécié. Puis on va te souhaiter une bonne saison, même si tu as un match derrière la cravate, mais on va te souhaiter une bonne saison à la radio, en compagnie, bien sûr, de ton compagnon Sean Campbell à la description. Merci beaucoup, Didier. Puis en espérant qu'on va avoir la chance d'aller faire un autre workout ensemble sur la route cette année. Ouais, il faut, ben ouais, absolument, ouais, moi, je vais être là. T'as mon numéro, tu me textes, puis let's go, on fait ça. J'espère que tu t'es remis de l'entraînement qu'on avait fait sur le assault bike à Toronto l'année passée. Écoute, c'est tout le temps difficile quand tu fais un workout pour lequel tu n'es pas habitué, tu essaies quelque chose de nouveau. Tu peux être dans la meilleure forme possible, mais c'est tout le temps un challenge. Puis regarde, moi j'aime ça. Fait que commence à penser à ce que tu peux faire la prochaine fois qu'on va s'entraîner ensemble. Ok, c'est bon, j'en ai plein pour toi, j'en ai plein, j'aime ça. Allez, écoute, Marco, passe une bonne journée, puis encore une fois, merci d'être venu au podcast. Merci, guys. Alors, c'était Marc-Olivier Brouillette, ancien secondaire de ligne des Alouettes, et comme Marc-André nous l'a dit, travaille maintenant pour TSN Radio comme analyste lors des matchs des Alouettes. Bon, écoute, je suis content que Marc-Olivier s'est joint à nous. Je trouve qu'il a vraiment amené des bons points, des bonnes analyses concernant les Alouettes. Un quart légendaire de mon alma mater, de notre alma mater, là, les Carabins de l'Université de Montréal. Oui, à vous deux. Ben oui, 2 anciens carabins, ouais. Un plus athlétique que l'autre, mais... Oui. Hey, ça... Non, mais c'est pas une insulte, écoute, c'est un fait. Je pense que c'est un fait que Marc-Olivier est un meilleur athlète que toi. Quoique je ne t'ai pas vu jouer encore dans ta ligue de baseball l'été, alors peut-être que je serais surpris. D'accord, ok. Peut-être que tu es comme une gazelle sur les sentiers. Ouf, non. Je suis loin d'une gazelle. Je suis une gazelle... je suis plus un hippopotame, peut-être, je sais pas. Non, mais écoute, moi, je me souviens, mes belles années à l'université, Marc-Olivier était le quart des Carabins. Là, ça a été des belles sorties les fins de semaine. On allait voir les matchs. Écoute, pour moi, il va avoir une place spéciale dans mon cœur en tant qu'ex-partisan des Bleus. C'est encore un partisan des Bleus. C'est juste que j'ai moins l'occasion d'aller au Sepsum régulièrement. Passons maintenant à la NFL. Didier, enfin, la saga Aaron Rodgers est terminée. On le savait, on savait que ça s'enlignait vers les Steelers de Pittsburgh, c'est officiel maintenant. Aaron Rodgers a signé un contrat d'1 an, une valeur de 13,6 millions de dollars. Avec la fumée, là, comme l'annonce du nouveau pape, finalement. Oui, exact.
Ah, c'est bon Guillaume qui ça! nous surprend tout le temps avec, avec des vidéos Wow, ou c'est des bon. super. C'est pas mal ça. Ouais. Écoute, Mais écoute, par Aaron contre, je suis pas Rodgers, certain que les partisans des Steelers sont vraiment heureux, hein, parce que je regardais ça sur les réseaux sociaux, puis il y en a qui, oh eux, là ben, là. c'est ça, là, ils sont pas contents de l'arrivée de Rodgers, ils croient que ça va mener à rien, que Je qu'on pense sera pas qu'Aaron en mesure Rodgers nécessairement de pense qu'il est connaître. tout aussi important que le pape. Je pense qu'Aaron Rodgers pense qu'il est tout aussi important que le pape. Ah, lui, il C'est pense ça. ça c'est possible. Contrat d'un an d'une valeur de 13,6 millions de dollars. Ça peut aller jusqu'à 19,5 s'il atteint des bonus de performance. Didier, t'as pensé quoi enfin? Est-ce que les Steelers peuvent accéder aux éliminatoires avec Aaron Rodgers au poste de quart? Ben, finalement, c'est fini, là, cette saga-là. Ça, c'est Ouais. premièrement. J'étais comme soulagé lorsque la nouvelle est sortie. J'étais comme, bon, enfin, là, parce qu'on, comme tu l'as dit, tu sais, on savait qu'il allait éventuellement signer avec les Steelers de Pittsburgh. Il semble qu'il va être présent, ben, qu'il est présent, là, à Pittsburgh. Il va participer au mini-camp. Puis ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Parce que moi, c'est ça que j'avais hâte de voir. Lorsque Rodgers a signé avec les Steelers, est-ce qu'il allait partir en voyage? C'est comme il l'a fait lors des dernières années et pas participer au mini-camp. Tu sais, j'en ai parlé, je me souviens pas si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, l'importance qu'il participe aux activités durant la saison morte des Steelers afin de développer de la chimie avec ses receveurs de passe, avec DK Metcalf. Il doit être présent, mais de gagner la confiance également de ses coéquipiers. Parce que ses coéquipiers, ils le savent, là, tu sais, qu'il ne participait plus au mini-camp des Packers à la fin de sa carrière avec les Packers. La même chose avec les Jets. Bon, l'année dernière, c'est vrai qu'il se remettait d'une blessure au tendon d'Achille, mais raison encore plus importante d'être présent au mini-camp. Alors, moi c'est ce que j'avais hâte de voir du côté d'Aaron Rodgers, parce que s'il ne participe pas au mini-camp des Steelers, on n'a aucune chance, ou à peu près, de connaître du succès. Il doit être présent, puis maintenant, du côté des Steelers, on va devoir chercher, trouver un autre receveur de passe. Parce qu'on a DK Mhm. Metcalf, mais après ça, il nous reste pas grand-chose. Il y a Roman Wilson, l'ancien de Michigan, receveur de deuxième année, qui était blessé au début de la saison de l'année dernière. Ça a bousillé sa saison recrue, mais c'est pas un receveur qui a un physique imposant. Moi, je crois sincèrement qu'il manque un receveur à la formation des Packers. Mais qu'est-ce qui reste dans le réservoir d'essence à Aaron Rodgers? Là, il est question, souviens-toi, on en parlait la saison dernière, Marc-André, ça lui tentait pas de se faire frapper. Hein? Tu vois que ça lui dérangeait. C'est normal, il était âgé de 41 ans à ce stade de sa carrière. Mais Aaron Rodgers, c'est quoi? Sa dernière bonne saison, c'est quoi? C'est au moins il y a 3 ans minimum. Ça fait 3 ans que ben, il connaît pas des bonnes saisons où il est blessé. Alors ça, c'est juste un pansement sur la position de carrière des Steelers de Pittsburgh. C'est un contrat d'un an. L'année prochaine, les Steelers vont devoir se remettre à la recherche d'un carrière, peut-être via le repêchage. On va voir ce que ça va donner, c'est l'arrivée de Rodgers à Pittsburgh. Personnellement, je ne fonde pas nécessairement de grands espoirs là-dessus. Est-ce qu'avec tous ces changements-là, Metcalf, Rodgers, est-ce que les Steelers sont une meilleure équipe l'année dernière? Et est-ce qu'ils peuvent gagner un match en éliminatoire? C'est aussi ça la question. C'est une très bonne question, Marc-André. Tout d'abord, est-ce qu'on va être en C'est ça mesure l'idée du d'avoir une autre podcast, Didier. saison? Comment? Poser des bonnes Qu'est-ce que t'as questions. dit? C'est ça l'idée d'un Ouais, podcast, c'est c'est de ça, c'est poser des ça le bonnes but. questions. Effectivement, bon point, bon point. Moi, je me demande, est-ce que la séquence de Mike Tomlin, sans avoir connu de saison perdante, OK? Il n'a jamais connu de saison perdante de sa carrière. Est-ce que ça va peut-être en venir à une fin cette année? Parce que pour répondre à ta question, Marc-André, euh, c'est quoi la différence en attaque, là? Je parle nécessairement des Steelers de 2025 comparativement à ceux de l'année dernière. Bon, on a eu des changements à la position de porteur de ballon, notamment. Euh, mais l'année passée, bon, on avait Justin Fields, après ça, Russell Wilson à la position carrière. Essentiellement, on avait un bon receveur de passe, c'est George Pickens. Maintenant, on a encore une fois juste un bon receveur de passe, du moins un receveur de passe qui est prouvé au niveau de la NFL, en DK Metcalf. Là, on a échangé notre vétéran carrière Russell Wilson pour Aaron Rodgers. Comme je l'ai dit, ça fait 3 ans qu'il ne joue pas bien. Donc, je ne suis pas convaincu qu'on est amélioré du côté des Steelers et je ne suis pas convaincu même qu'on sera en mesure non seulement de participer aux éliminatoires, mais d'éviter d'avoir une saison perdante pour la première fois sous la gouverne de Mike Tomlin. Et ajoute à ça que TJ Watt, d'après moi, ça peut être long comme, comme conflit. Peut-être qu'il va manquer quelques matchs. Il peut peut-être décider de faire la grève ou quelque chose là, en début de saison. Bref,
moi, je pense qu'on n'est pas sorti du bois non plus du côté des Steelers. Aaron Rodgers va porter le numéro 8, comme il avait avec les Jets, parce que le numéro 12, c'était le numéro de Terry Bradshaw. On dit que le numéro 12 n'est pas retiré à Pittsburgh, mais qu'on ne donne pas le numéro 12 à n'importe qui. Et si on se fie aux commentaires de Terry Bradshaw sur Aaron Rodgers, je ne suis pas convaincu. Je ne crois pas que c'est une option de lui donner le numéro à Bradshaw. Hein? Non. Et 13,6 millions, Didier, pour Aaron Rodgers. Je voulais juste te dire en terminant que c'est moins d'argent que Daniel Jones. Fait qu'on est rendu à l'époque où Aaron Rodgers va gagner moins d'argent que Daniel Jones en une saison. C'est quand même assez fascinant. Imagine-toi, hein? Ben, encore une fois, il est rendu à 41 ans. Il y a 2 ans, il y a eu une grave blessure. Ça fait longtemps, là. Tu sais, je pense pas qu'on va revoir le Aaron Rodgers d'il y a 6-7 ans, là. En tout cas, ça serait une agréable surprise. Un peu à la Brett Favre, souviens-toi, lors de sa première année avec les Vikings du Minnesota, où est-ce que il était revenu, le Brett Favre, le temps d'une saison de ses belles années à Green Bay. Puis ça avait été une année magique pour les Vikings, qui finalement avaient perdu en finale de conférence. Je crois pas que c'est ce scénario-là qui nous attend avec Aaron Rodgers, mais qui sait. Il y a des choses plus bizarres qui sont arrivées, mais personnellement, je suis très pessimiste. Aaron Rodgers, c'est comme un vieux band de rock qui effectue des retours sans cesse, là, qui sort un album, puis tu te dis que c'était bien meilleur dans le temps parce que c'est jamais bon comme c'était avant. C'est un peu ça, Aaron Rodgers. Ouais, il reste juste la nostalgie, comme là. Ouais, exact. C'est Def Leppard, tu sais. Quelque chose du genre. AC/DC, des gars de même, des bandes de même. On avait un tableau des Steelers, des quarts des Steelers au cours des 5 dernières années. Didier, si tu veux qu'on tourne le fer dans play, écoute, depuis le départ de Ben Roethlisberger, on en parle avec le pape Aaron Rodgers en plus. Tu vois, le thème du pape revient. Wow! Mais depuis le départ, on en parle. Guillaume est en grande forme aujourd'hui, visiblement. Depuis le départ de Ben Roethlisberger, Didier, on en a parlé au podcast déjà. On n'a vraiment pas réussi à dénicher un corps partant de qualité là, dans la NFL. Oui, ça, ce sont les carrières qui ont commencé la saison à titre de carrière partant pour les Steelers lors des 5 dernières saisons. Alors, on le voit, Big Ben, ça faisait au moins 3 ans qu'il était au bout du rouleau à peu près. J'avais oublié, Mitchell Trubisky était dans cette équation-là en 2022. Ouais. C'est lui qui avait commencé la saison à titre de carrière partant. Kenny Pickett, ancien choix de première ronde, qui est maintenant avec les Browns de Cleveland. Justin Fields avait commencé la saison, puis en tout cas, moi, je me demande si on n'aurait pas juste été mieux si on avait gardé Justin Fields à Pittsburgh durant la saison morte, à la place de le laisser signer avec les Jets de New York. Donc maintenant, c'est au tour d'Aaron Rodgers, le jeu de la chaise musicale, donc, qui va se poursuivre encore une fois du côté de Pittsburgh. J'ai hâte de voir aussi la relation avec Arthur Smith, aussi, là, qui aime avoir des corps qui peuvent se déplacer. Aaron Rodgers se déplace moyennement depuis quelques années. Si on passe ben là, ça va être Arthur Smith à s'ajuster à Aaron Rodgers. Parce que comme tu viens de le dire, là, on sait que Rodgers n'est plus mobile. Donc, la job d'un bon entraîneur, c'est de s'ajuster à son personnel. Alors là, ça va être à Arthur Smith de nous montrer. Ben, il l'a déjà montré par le passé lorsqu'il était coordinateur à l'attaque des Titans du Tennessee. Mais là, est-ce qu'il va pouvoir s'ajuster au nouveau personnel? Ça va être quelque chose à surveiller. Ryan Tannehill, c'était un gars moyennement mobile. Il était mobile à 16 heures. Il pouvait, non? Oui, il était mobile quand même. Oui, c'est pas Lamar Jackson, on s'entend. Mais il était capable d'acheter du temps. Oublie pas, Tannehill était un receveur de passe au début de sa carrière à Texas A&M. Donc, il avait quand même une bonne mobilité. Effectivement. La grosse nouvelle hier, on parle de lundi, on enregistre le podcast mardi matin, bien sûr, c'est que les Packers ont libéré Jaire Alexander, le demi de coin étoile. Dans le cas d'Alexander, Didier, le gros problème, c'est qu'il a joué 34 matchs sur les 68 des Packers depuis la saison 2021. Il n'a pas été hypothéqué par les blessures, puis on sait que c'est une position où les blessures là, entraînent souvent une chute vertigineuse. Oui, parce qu'il est encore relativement jeune. Il n'a pas encore 30 ans. Je pense qu'il a 28 ans. Jaire Alexander, 29 ans. Bon, mais toutefois, comme tu viens de le dire, lors des l'année dernière, il a préparé 7 matchs. En 2023, 7 matchs seulement. Alors, j'imagine que ça doit être une des raisons pour laquelle on n'a pas été en mesure d'en venir à une entente pour une prolongation de contrat entre les deux parties, puis qu'on a décidé de le libérer. Puis je pense que qu'est-ce que tu viens de dire, là, le fait qu'il n'a pas été en mesure de rester en santé, puisqu'il est un bon demi de coin lorsqu'il est en santé, mais là, ça devient très rare, ça, tu sais. Puis c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a aucune équipe
qui a voulu compléter une transaction avec les Packers de Green Bay. On s'est dit, regarde, on va juste attendre qu'il soit libéré, puis après ça, on tentera de le mettre sous contrat. Bref, Alexander, ben c'est ça. C'est l'histoire de sa carrière, ce sont les blessures, malheureusement, mais je suis persuadé qu'il va se trouver une nouvelle adresse très rapidement, puisqu'il demeure un joueur de talent. Et comme tu le sais, à la position de demi-de-coin, toutes les équipes sont constamment à la recherche de bons demi-de-coin. Donc, il y a une équipe qui va sûrement parier, le mettre sous contrat, puis se croiser les doigts et espérer qu'il sera en mesure de rester en santé durant la saison 2025. Tu avais raison, 28 ans, Jerry Sanders. Si je peux te remettre à ta place, au moins vérifier mes choses, de dire la bonne affaire avant de dire qu'il y a 29. Mais il y a 28 Non, ans, non, mais écoute, évidemment. t'es un pro, t'es allé regarder pour t'assurer, est-ce que c'est 29 ou 28 ans? On peut pas te blâmer Il pour ça. restait, il restait 2 ans à son contrat de 4 qui était pour 84 millions de dollars. C'est sûr que Jerry Alexander va se trouver un emploi quelque part, je pense, aux Dolphins. On peut peut-être essayer de le remplacer. Là. On peut remplacer Jalen Ramsey par Jerry Alexander. Les rumeurs avec les Eagles également, les Bills. C'est toujours les mêmes équipes là, qui cherchent des joueurs dans la tertiaire, des demi de coin qui refont surface. J'ai bien hâte de voir. Puis du côté des Packers, j'ai bien hâte de voir parce que là, notre profondeur à la position de demi de coin dans la tertiaire, ben, elle diminue. Là. Puis on n'a pas, pour une équipe qui aspire aux grands honneurs ou à tout le moins à faire un bout de chemin en éliminatoire, je pense qu'on vient de s'affaiblir, là, veux pas, dans notre tertiaire, qui était déjà quand même un peu ordinaire, c'est mon avis. Ouais, peut-être qu'on va essayer d'amener Jalen Ramsey, qui sait, à Green Bay. Je sais pas, Ouais, parce que là, Jalen Ramsey, ça fait des mois là, que même, pas juste Ramsey, mais Chris Greer, oui, le nom du DG des Dolphins m'échappait. Ça fait un beau bout de temps là, qu'on a dit qu'on allait acquiescer aux demandes de Jalen Ramsey, qu'on allait l'échanger. On pensait que ça allait se faire le 1er juin. Puis là, on est rendu le 10 juin. Puis là, il est toujours un membre officiellement des Dolphins de Miami. Donc ça va être un dossier à suivre. Peut-être qu'il va y avoir du mouvement à la position de demi-coin à travers certaines équipes au cours des prochaines semaines. côté des Packers, on a Xavier McKinney, puis c'est pas mal tout en ce moment. Du côté. Bref, mais oui, j'ai bien hâte de voir Jerry Alexander où est-ce qu'il va se retrouver. Amon-Ra St. Brown a été opéré un genou au cours de l'hiver. Il devrait être prêt pour le début du camp d'entraînement. Didier, est-ce que c'est inquiétant du côté des Lions ou tu penses que non, vraiment, on est au mois de juin, le 10 juin, il n'y a pas lieu de s'inquiéter là, à l'endroit de Amon-Ra St. Brown? Ben, ça arrive souvent hein, que les joueurs ont des opérations durant la saison morte, puis on n'est pas au courant. C'est Amon-Ra St. Brown lui-même qui en a parlé, qui a divulgué cette information la semaine dernière lorsqu'il était en entrevue. Alors, il devrait être prêt pour le début du camp d'entraînement. Mais c'est juste pour les Lions, Marc-André. Je sais pas. C'est quoi ton feeling pour les Lions pour la saison à venir? Parce que, tu sais, c'est une autre chose. La semaine dernière, il y a Frank Ragnow qui était considéré comme un des meilleurs centres de la NFL, qui a annoncé qu'il prenait sa retraite seulement à l'âge de 29 ans. Puis s'il y a quelque chose qui peut déstabiliser une ligne à l'attaque, c'est justement à la position de centre. Là. Tu sais, c'est un centre qui est moins bon, surtout que Ragnow était considéré, comme je viens de le dire, un des meilleurs centres de la NFL. La ligne à l'attaque des Lions depuis les 3-4 dernières années, c'est la force des Lions. C'est pas la meilleure de la NFL. Puis là, ça, c'est sans compter le départ des coordonnateurs, des autres entraîneurs adjoints qui ont quitté, qui ont suivi Ben Johnson et Aaron Glenn. Je sais pas, tu sais, les Lions pourraient être en perte de vitesse cette année. Je sais pas, ça fait beaucoup de négatifs, de moins, disons, là, qui s'ajoutent du côté des Lions depuis la fin de la saison dernière. C'est surtout l'inconnu en ce moment. Il y a beaucoup d'inconnus dans le sens que est-ce que la ligne à l'attaque va être aussi meilleure sans Frank Ragnow? Elle est déjà très bonne. Je ne sais pas si on enlève vraiment un joueur de sa trempe. On avait vraiment d'autres éléments. L'attaque avec ou sans Amon-Ra St. Brown, pour moi, on a des outils assez importants. Là. On parle d'un duo de parfois de ballon élite entre Jahmyr Gibbs, David Montgomery. On a Jameson Williams à qui on voue de belles choses. Sam Laporta n'a pas connu le même impact la saison dernière, mais ça demeure un ailier rapproché, selon moi, a beaucoup de talent dans la NFL. Donc, on a vraiment des outils pour rivaliser avec les meilleures formations de en fait, de la NFL, de l'Association nationale. Mais oui, c'est surtout l'inconnu. Puis je pense qu'on va avoir des réponses assez rapidement. Je ne sais pas si on va avoir toutes les réponses lors des 2 matchs préparatoires, mais je pense qu'on va le savoir assez facilement si la ligne à l'attaque tient le coup.
Puis parce qu'on le sait, hein, Didier, la ligne à l'attaque, c'est souvent ingrat comme boulot, mais c'est de là que partent les bonnes attaques partent parce que plus que tu fais Ah de oui. temps pour qu'un carrière trouve ses receveurs, plus que ta ligne à l'attaque fait des brèches pour tes bons porteurs de ballon, mais c'est ça qui connaît du succès. Donc honnêtement, c'est l'inconnu qui fait peur, mais je pense qu'en termes de talent, le talent en Détroit n'a pas changé. Est-ce que la défense va être améliorée aussi? Tu sais, c'est juste l'addition de toutes ces choses-là. Parce que, disons, si l'attaque des Lions est un peu moins bonne que l'année dernière, tu sais, qu'elle a été lors des dernières années parce que Ben Johnson n'est plus là. Tu sais, il y avait des semaines où on avait vraiment besoin de marquer 35 points là, pour gagner un match parce que la défense, ben, il y avait tellement de blessés l'année dernière. Tu sais. Donc, c'est ça. Est-ce que la défense va être améliorée? C'est ce que j'ai hâte de voir du côté des Lions. Alors, peut-être les Lions vont gagner moins de matchs qu'ils l'ont fait l'année dernière, parce que ça avait vraiment été une brillante saison régulière qu'on a eue. Tyreek Hill, maintenant, a perdu 14 livres. Il a perdu autant de livres qu'il a d'enfants. C'est la rumeur. Non. Il espère que ça va Es-tu aider rendu à à 14 enfants? Il est rendu au Je moins à sais 8, pas, je pense, mais avec 6 femmes différentes. Ça n'a aucun bon sens, ouais. mais bref. On On va pas approche s'étendre le là-dessus, mais... territoire Ouh. Philip Rivers, là. Je pense que c'est Philip Rivers qui a le record absolu Ouais, dans mais la NFL. Mais lui, c'est Philip Rivers voulu. n'est pas rendu à 10 enfants. Ben, c'est avec la même femme. Tu sais, Ouais, écoute, je exact. pense qu'il est avec sa conjointe depuis l'école secondaire. Écoute, ils ont une très grosse famille, mais au moins, c'est avec la même femme. Et Tyreek Hill, écoute, c'est quelque chose Hey, d'incroyable, là. Je pense que 10 c'est 8 enfants enfants, avec ça 6 n'a femmes pas de différentes. sens. Non, non. Mais en tout cas, mais 10 revenons, enfants. oui, au fait qu'il a perdu J'ai 14 livres. j'ai 2 enfants, puis je suis cerné à faire un podcast à 8 heures le matin, imagine. Mais oui, revenons à Tyreek Hill. Revenons à Tyreek Hill. Il espère que ça va l'aider à garder sa vitesse. Puis je lisais hier sur les médias sociaux qu'il a mentionné qu'il s'attend à obtenir 2000 verges. Qu'il voudrait, en fait, obtenir 2000 verges par la Hmm. passe. C'est des souhaits vraiment, c'est des beaux souhaits, Tyreek. Je vais vous en parler dans Summer Fantasy aussi. Je ne vais pas tout dévoiler. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Tyreek Hill est un joueur fini ou est-ce qu'il peut revenir euh, au joueur qu'il était il n'y a pas si longtemps que ça, là, en 2023, il avait obtenu près de 1800 verges par la passe. Ouais, il est âgé de 31 ans maintenant, hein, Tyreek Hill. Puis tu sais, quand t'es rendu à cet âge-là, puis là que tu perds du poids, tu sais, pour maintenir ta vitesse, ça veut dire que clairement, t'es sur la pente descendante. Puis 14 livres, c'est pas rien, Marc-André. Il pesait 197 livres. Donc là, il est rendu à 183 livres. OK, contre les demi-coins robustes, est-ce que, tu sais, il va pouvoir s'imposer encore? En tout cas, j'ai hâte de voir ça, parce que clairement, l'année dernière, comme tu as mentionné, tu sais, ça a été une saison en dessous des attentes de la part de Tyreek Hill. Euh, alors, écoute, peut-être qu'il va être en mesure, en l'espace d'une saison, pour une autre saison, d'être un receveur dominant, mais je pense que c'est vraiment là, le début du déclin de Tyreek Hill. Là. Quand tu es obligé de perdre 14 livres, t'assurer de maintenir ta vitesse, rendu à l'âge de 31 ans, tu sais, le temps, là, tout le monde se bat contre le temps. Tout athlète professionnel essaie de repousser le temps, mais le temps finit toujours par gagner éventuellement. Le À la temps et croisée des chemins, l'âge. comme on dit. Oui, et voilà. Nick Chubb a signé une entente d'une saison avec les Texans de Houston. C'est la fin pour Nick Chubb, qui a été, à mon avis, l'un des bons joueurs des Browns de Cleveland de la dernière décennie. Qu'est-ce que ça signifie selon toi? Ça m'a tout l'air, si tu veux mon avis, d'un contrat d'un porteur de ballon substitut là, qui essaie peut-être de gagner ou d'avancer en éliminatoire en fin de carrière. Oui, ben, il a subi deux graves blessures au genou. Une lorsqu'il jouait pour les Bulldogs de l'Université de Georgia, après ça avec les Browns il y a 2 ans. Puis il n'était pas le même joueur là, l'année dernière, clairement. Puis c'est normal, là, après avoir subi ces deux blessures-là. Puis là, bon, lui aussi, il a du kilométrage hein, dans le corps, dans les jambes. Il s'approche de la trentaine aussi. Les termes du contrat n'ont pas été divulgués, donc j'imagine on l'a mis sous contrat pour pas grand-chose du côté des Texans de Houston. Il y a une raison pourquoi Chubb, Marc-André était toujours disponible là, à ce temps-ci de l'année. Là, bon, en théorie, on pourrait le jumeler dans le champ arrière avec Joe Mixon. Mais Joe Mixon, lui aussi, il est vieillissant. Tu sais, c'est une position où tu vas avoir des gens fraîches là, et jeunes. C'est la position de porteur de ballon. Donc, on va voir est-ce que Chubb va même faire l'équipe. Parce que clairement, on n'a pas investi beaucoup en termes là, de monnaie, en termes d'argent dans le contrat qu'on lui a donné.
Alors, on pourrait le libérer, j'imagine, s'il arrive au camp d'entraînement. S'il arrive au camp d'entraînement, puis après les matchs préparatoires, on se rend compte qu'il lui reste pas beaucoup d'essence dans son réservoir. Alors, je lui souhaite la meilleure des chances, parce que ce Nick Chubb, d'après ce qu'on lit, d'après ce qui est rapporté, apparemment, c'est vraiment tout un être humain grandement Ouais. apprécié de ses coéquipiers. L'ultime Puis il a fait coéquipier. face à beaucoup Ouais, exactement. Ouais, c'est un joueur d'équipe. Il a fait face à beaucoup d'adversités, comme je viens de le mentionner avec les blessures. Il a toujours été capable de revenir. Mais on va voir ce que ça va donner lors du camp d'entraînement et lors des matchs préparatoires. Moi, ça me dit aussi que Damien Pierce, il a vraiment perdu de son lustre, là. Tu te souviens, était Ah, sorti de nulle part, là. Il avait explosé sur la ouais. scène à son année recrue. Mais on semble, depuis qu'on a changé de régime là, chez les Texans, on semble pas vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Si on a cherché à embaucher Nick Chubb, on a repêché un porteur de ballon également au repêchage. On a Joe Mixon, bref, on a signé même Joe Mixon. Donc, moi, ça me dit que Damien Pierce, vraiment pas. Je dis pas qu'il n'est pas apprécié, mais dans le sens que c'est pas un gars dont que le nouveau régime croit qu'il peut offrir un rendement exceptionnel là, à Houston. Les Colts Écoute, je ne d'Indianapolis ont cacherai pas, annoncé. j'avais complètement oublié Damon Pierce. C'est vrai, là, il Ouais, avait sensation lors des matchs préparatoires quelques années, puis maintenant, mm, il sombre dans l'oubli. exactement, exactement. Les Colts ont annoncé la transition des propriétaires de l'équipe du regretté Jim Irsay à ses trois filles, Carly Irsay Gordon, Casey Foyt et Kaylin Jackson. Ouais, puis ça, c'est quelque chose d'historique du côté de la NFL, là, tu sais, d'avoir trois femmes comme ça qui vont être Mhm. propriétaires des Colts d'Indianapolis. Il y a déjà eu des femmes qui ont été propriétaires d'équipes au niveau de la NFL. Là. Je me souviens, c'est quoi son nom, la propriétaire des Rams lorsqu'on a gagné le Super Bowl en 99. Georgia Frontier, je crois, était son nom. Puis même à la Nouvelle-Orléans, Madame Benson, à la suite du décès de son mari, est devenue la propriétaire des Saints du côté des Lions, comme Guillaume me dit à l'oreille. Oui, bien Les sûr, avec Bears. Madame Ford, ouais, la famille McCaskey du côté des Bears. Mais c'est ça. Donc, il y a un historique de femmes propriétaires d'équipes de la NFL. Mais là, de voir la suite du décès de Jim Irsay, ses trois filles, qui les trois, ça fait des années là, qu'elles travaillent au sein de l'équipe. Là. Donc, elles vont pas hériter de l'équipe. C'est pas comme si elles arrivent en territoire inconnu. C'est ce que j'essaie de dire. Elles ont toujours travaillé aux côtés de leur père. Alors, on se souviendra que le père de Jim Irsay était propriétaire des Colts à l'époque. Puis là, ça se poursuit du côté de la famille Irsay. Alors, j'ai hâte de voir comment ces trois filles, justement, vont poursuivre le travail que leur père avait fait depuis qu'il était devenu propriétaire des Colts en 1997. Ça, c'est une grosse nouvelle en terminant. C'est une nouvelle même très inquiétante. Anthony Richardson est encore une fois blessé à l'épaule droite. Il ratera le mini-camp des Colts et Mhm. je dirais même plus loin. Je pense peut-être que sa carrière est compromise. Je lisais justement hier qu'il cherche même une deuxième opinion là, pour son épaule. On dit qu'il va rater le mini-camp, ça c'est la phase 1, mais je ne suis pas convaincu qu'on va le voir au camp tout court, moi, au mois d'août. Marc-André, quand tu es obligé d'avoir un autre médecin pour avoir une deuxième opinion, là, ça, c'est pas un bon signe. C'est pas un Non. bon signe parce que c'est la même épaule qui avait mis fin à sa saison il y a 2 ans. Puis là, il a des douleurs à cette épaule-là. Et en plus, Shane Steichen, l'entraîneur-chef des Colts, lorsque les journalistes lui ont demandé si Richardson allait être prêt pour le début du camp d'entraînement là, à la fin du mois de juillet, ben, il n'a pas voulu répondre. Il a dit, ah, pour le moment, tu sais, on va réévaluer son état de santé. Donc, il semble qu'on ne sait même pas s'il sera prêt pour le début du camp d'entraînement. Puis s'il y a un joueur, Marc-André, qui a besoin de participer au mini-camp pour se développer, c'est bel et bien Anthony Richardson. Tu sais, tu sais comme moi, là, il a eu un petit nombre de départs à l'Université Florida. Puis là, il a raté plusieurs matchs en raison de blessures depuis que les Colts sont sélectionnés en première ronde du repêchage. Mais pas juste ça. C'est qu'étant donné qu'il a été blessé, il n'a même pas pu euh, se préparer pour les saisons durant la saison morte, comme c'est le cas présentement. Il n'a pas été en mesure de s'entraîner avec ses coéquipiers, de lancer des ballons, de s'améliorer en tant que passeur, parce que continuellement, durant la saison morte, il doit se remettre en forme en raison de blessures. Regarde, il semble que c'est un flop. Déjà, là, on peut lui mettre l'étiquette de flop. Malheureusement, à cause qu'il n'est pas en mesure de rester en santé, il est continuellement blessé. C'est vraiment dommage parce que c'est un joueur de talent.
on semble avoir eu un peu de laxisme du côté d'Anthony Richardson, puis c'est la même chose. On dirait que les coachs sont un peu damnés, là. On peut remonter à Andrew Luck aussi, à l'époque, là, qui a eu des blessures, puis finalement, ça a coûté sa carrière. Je compare pas Anthony Richardson à Andrew Luck, mais quand même, là, je trouve que du côté des coachs, peut-être qu'il est revenu trop vite également, là, Anthony Richardson, la saison dernière. Puis moi, honnêtement, je pense que les coachs se doutaient de ça, puis tout est en place là, pour que Daniel Jones, pas pour rien qu'on lui a donné quand même 14 millions de dollars. On s'est peut-être Ça dit fait qu'on avait peur. besoin Tout est d'un en corps place pour arrière. Daniel Jones. Mais, Ça, tu c'est une sais, phrase qui tu fait donnes peur. 14 millions de Ça dollars fait peur. à Daniel Jones. J'imagine que tu te doutes de quelque chose, là. Ah oui, oui, non, non, t'as raison, t'as raison. C'est juste, c'est Daniel Jones. C'est pour ça que ça fait peur. Ben, T'as absolument raison dans ton analyse. Du côté des Colts, clairement, on devait se douter de quelque chose, j'imagine. Et également, les performances de Richardson font en sorte que tu vas avoir un vétéran carrière derrière lui et son historique de blessures. Mais ouf, la porte est ouverte pour Daniel Jones. Ça, oh mon Dieu, j'ai peur. Honnêtement, Didier, je serais pas surpris que Daniel Jones entame la saison, qu'on donne ensuite la chance à Riley Leonard, le corps qu'on a repêché de Notre Dame, de se faire valoir. Si jamais on se rend compte que ça fonctionne pas, ben on va repêcher un corps arrière en première ronde en 2026. Je pense que c'est ça le plan finalement du côté Mais, des Colts. mais ça va être un autre régime qui va repêcher ce carrière-là. Parce que là, Chris Ballard, si je ne me trompe pas, ça fait quoi? Ça fait 9 ans qu'il est à Indianapolis. Puis là, il Mhm, est incapable, depuis la retraite d'Andrew Luck, de solutionner la position de carrière. Ça va lui coûter son poste. Puis c'est dommage parce que Ballard est un bon DG. Tu sais, les Colts sont une bonne équipe. Là. Quand tu regardes leur personnel à toutes les positions, tu sais, on a une bonne équipe de football, là, je crois vraiment, à Indianapolis. Du moins, on a du talent. Mais la position carrière, constamment garde en otage les Colts. Ce régime-là, mhm. moi, je crois sincèrement, là, si la saison vire au désastre avec Daniel Jones au poste de quart, peut-être que Daniel Jones va être en mesure de relancer sa carrière, puisqu'il va être bien entouré. Puis il n'a jamais vraiment été bien entouré à New York, mais je pense que Jones est quand même limité en tant qu'arrière. On va voir ce que ça va donner. Probablement, on va voir si Richardson va effectivement rater le camp d'entraînement et tout. Mais écoute, moi, j'ai pas de misère à m'envisager un scénario où il va y avoir un ménage qui va se faire en Indianapolis parce qu'en plus, on vient d'en parler. Là, tu as des nouveaux propriétaires. OK? Les Sir Stray, ça fait longtemps qu'elles sont membres de l'organisation, mais peut-être qu'elles vont dire, ben, regarde, on tourne la page, on recommence à neuf avec un nouveau carrière, un nouveau DG, un nouvel entraîneur-chef l'année prochaine si on rate les éliminatoires. Alors ça va être quelque chose, une situation qu'on va devoir garder à l'œil tout au long de la saison régulière, je crois. C'est des bons points que tu amènes parce que je pense qu'on a un des meilleurs porteurs de ballon de la ligue en Jonathan Taylor. Je pense qu'on a un groupe de receveurs aussi qui est quand même excellent. Là. On parle de Michael Pittman, j'adore Josh Downs, le receveur de passe. Je pense qu'avec un corps Une bonne arrière, ligne à l'attaque pourrait. quand même, en Il plus. est, ouais, exact. Il voit de grandes choses. Même Adonai Mitchell, qui l'an dernier, on a Alec Pierce même, qui a été excellent dans les zones profondes l'année dernière. Mitchell, Ouais. c'est la deuxième saison, il pourrait connaître une progression, mais c'est ça. C'est la position carrière qui vient vraiment, là, je remets mon chapeau fantasy, là, qui vient anéantir toute valeur de ces receveurs-là, si tu veux mon avis. Et voilà, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer à Indianapolis, mais oui, ça nous prend un carrière, sinon la saison risque d'être très, 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 très longue. Je vais terminer Ouais. peut-être, Didier, en terminant avec ce segment de l'actualité NFL avec une nouvelle qui allie deux passions, deux de tes passions, c'est-à-dire le cinéma et le football. Je sais pas si tu avais entendu que Adam Sandler dit à Derrick Henry que Ah s'il oui. obtenait 2000 verges au sol, il allait obtenir un rôle dans un de ses prochains films. Donc, j'espère, moi, voir ça à Derrick Henry au cinéma. J'espère qu'il va pouvoir obtenir 2000 verges au sol cette saison. Ah ben même s'il n'atteint pas les 2000 verges au sol, parce que là, Derrick Henry, il est âgé quoi maintenant, là, de 31 ans, je crois, là. Les Mhm. chances sont contre lui, mais même si il n'atteint pas la marque magique des 2000 verges, j'espère qu'Adam Sandler va lui donner un rôle dans un de ses films quand même, là. Moi, j'aimerais ça, comme toi, voir Derrick Henry au cinéma dans une comédie d'Adam Sandler. Exactement, exactement. Ça complète notre retour d'horizon de l'actualité dans la NFL pour ce podcast du 10 juin.
Oui, alors on va se tourner maintenant vers le fantasy football. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, tu as préparé ton top 20 à la position de receveur de passe. La semaine dernière, tu avais dévoilé ton top 20 à la position de carrière. Alors, on va commencer maintenant avec les receveurs de passe. En commençant, oui, par les positions 1 à 10. Et tu as Jamar Chase comme étant le meilleur receveur de passe en vue de la saison 2025 en termes de fantasy football. Jamar Chase et Justin Jefferson, les positions 1 et 2, vous pouvez les interchanger. Je pense que ce sera même deux des trois premiers joueurs repêchés, ou en tout cas, à tout le moins, si ce n'est pas les deux premiers receveurs repêchés de vos repêchages fantasy, invitez-moi dans votre ligue parce que j'aimerais ça y participer en 2025. En 3, nous avons C.D. Lamb, le receveur de passe des Cowboys de Dallas. Et par la suite, je trouve qu'il y a vraiment un top 3 qui se détache avec un top 2 encore plus dominant. Ensuite, on a Ouais. Lamb. On parle de tiers souvent là, de groupe au niveau anglophone. Et par la suite, c'est là que les gens vont pouvoir m'envoyer des bêtises ou me dire qu'ils ne sont pas d'accord sur les réseaux sociaux. J'ai mis Puka Nacua en 4, le receveur des Rams de Los Angeles, et j'ai mis Nico Collins en 5. Et je vais vous parler de Nico Collins des Texans de Houston parce que oui, je l'ai mis assez élevé parce que je pense que c'est un gars qui pourrait vraiment, si, mettons, avec les conditions gagnantes, il pourrait devenir peut-être chauffer, disons, Justin Jefferson et Jamar Chase pour le meilleur wide receiver, le meilleur receveur de passe fantasy en 2025. L'année dernière, en 2024, receveur numéro 6 pour les points par match l'année dernière, Nico Collins, une moyenne de 21 points fantasy avec Tank Dell et avec Stephon Diggs dans la formation. Ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que même si on a d'autres armes à l'attaque du côté des Texans, Nico Collins demeure le receveur numéro 1 incontesté des Texans. Et ça va être comme ça également en 2025. On a repêché vraiment deux recrues du côté des Texans pour pallier justement la perte de Diggs et de Dell en Jalen Higgins et Jalen Noel. Jalen Higgins, oui, et Jalen Noel, deux recrues de Iowa State. Non, Iowa. Iowa State, Il ben était oui. Deux anciens Iowa coéquipiers. State, Ben oui. oui, c'est rare qu'une équipe Exactement. repêche deux receveurs la même année de la même école. Ouais. Ça me dit que, tu sais, ça se peut qu'il y ait une période d'adaptation, qu'il y ait du temps aussi d'adaptation là, pour qu'ils se mettent au parfum de la NFL. Donc, moi, ça me dit que Nico Collins va être vraiment ciblé à outrance, encore une fois, cette saison. Sa moyenne de 2,86 verges par tracé était bonne pour le troisième rang dans la NFL l'année dernière, derrière Puka Nacua et A.J. Brown, pour vous donner une idée. On sait que C.J. Stroud, l'année dernière, n'a pas connu une grosse saison. Il a terminé comme quart numéro Mhm. 26. Donc, si on dit que... Vous êtes plusieurs à penser que C.J. Stroud n'est pas aussi mauvais que ça. Donc, si on dit qu'il va avoir une meilleure saison, qu'il y aura une progression dans le cas de C.J. Stroud, je vois que Nico Collins, on pourrait avoir une progression également dans son jeu. Et vous allez me parler de la ligne d'attaque qui va être médiocre, Ouais. mais elle était déjà médiocre la saison dernière. Donc, je vois pas, ça va être quoi la différence entre celle de l'année dernière et celle de cette année. Nico Collins a été productif quand même l'année dernière. Donc, je vois pas de différence à ce niveau-là. Et là, tu vas me dire qu'il y a Joe Mixon dans le champ arrière également qui peut être bon par la passe. Mais Joe Mixon, comme tu dis, ne rajeunit pas. Donc, pour moi, ça me dit Non, que Nico vraiment pas. Collins, vraiment, c'est la pierre angulaire de l'attaque des Texans en 2025. Je pense qu'il pourrait connaître une saison phénoménale au niveau fantasy. Non, j'aime tes arguments pour Nico Collins parce que réellement, là, il est l'homme de confiance de Juste qu'il CJ demeure Stroud. en T'as pas le santé. choix. Ouais, c'est ça, il doit rester en santé. Ouais, il a l'habitude de rater quelques matchs ici et là. Mais Mhm. ouais, c'est vrai, il doit rester en santé. C'est malheureux hein, pour Tank Dell parce qu'il semble qu'il pourra pas jouer cette année. Là, lui qui a subi une deuxième grave blessure à une jambe là, vers la fin Mhm. du calendrier régulier. Mais bref, ouais, Nico Collins devrait avoir beaucoup de ballons. Point d'interrogation. Pour moi, c'est la ligne à l'attaque. Là. Est-ce qu'il va pouvoir donner assez de temps à CJ Stroud? J'ai bien hâte de voir ça. Maintenant, on va se tourner. Oui, ben c'est ça. T'as dévoilé le top 10, mais tu veux nous parler de Brian Thomas Jr., qui se retrouve à la septième position de ton top 20 des receveurs de passe. Oui, Brian Thomas, j'adore Brian Thomas cette saison. Et le fait que Trevor Lawrence, que ce soit son corps arrière, ça ne m'effraie pas du tout. Dans le cas de Brian Thomas, je le place à la position 7 derrière A.J. Brown, qui est en 6,
avec les Eagles. Dans le cas d'A.J. Brown, c'est un receveur élite, mais je me questionne à quel point on distribue tellement le ballon. Il y a le fameux touche-push, la poussée fraternelle qui est encore. On a Jalen Hurts qui vole des touchés. On a Saquon Barkley qui vole des touchés à A.J. Brown. On voit, c'est le receveur numéro 1 de l'équipe, mais est-ce que c'est le, est-ce que c'est le joueur prédominant à qui qu'on va se tourner pour avoir des touchés, 10 touchés, 12 touchés? Je ne le sais pas. On a Devontae Smith également du côté des Eagles. On a plus une attaque équilibrée. Ce qu'on veut au niveau fantasy, parfois, c'est vraiment un joueur qui a toutes les opportunités de se faire valoir dans la zone payante puis d'inscrire des touchés. Je pense qu'un gars comme Collins, c'est un peu ça qui se démarque aussi, là. Jefferson, c'est la même chose. On peut regarder. Chase, il y a Higgins, mais quand même, Jamar Chase, c'est une bébête à part. Là. C'est une bête à part. C'est des lames, c'est la même chose. Pas mal seul également. Puis on va passer le ballon à Dallas. Donc, c'est un peu ça que je regarde dans le cas de Brian Thomas. Vous allez me dire qu'on a repêché Travis Hunter, mais justement, je pense qu'on avait besoin d'un receveur de la sorte pour encore plus ouvrir le jeu pour que Brian Thomas soit moins surveillé du côté des Jaguars de Jacksonville. En 2024, receveur numéro 4 au niveau fantasy. L'année dernière, au total, pour une recrue, c'est tout simplement hallucinant. Receveur numéro 9 pour les points par match la saison dernière. 3e pour les verges sur réception l'année dernière dans la NFL, mais seulement 19e pour le pourcentage de cible. Donc, c'est un gars qui a été hyper productif. Il aurait pu, et c'est ce que je m'attends, il pourrait être ciblé encore davantage parce qu'on a vraiment fait le ménage là, dans le groupe de receveurs à Jacksonville. Lors de la semaine numéro 13, la semaine numéro 18, qui a été le 2e receveur pour les points fantasy. Et on s'entend, c'était avec quel corps arrière? C'était avec Mac Jones. Donc, si on se dit que Trevor Lawrence est un meilleur corps que Mac Jones, on peut faire 1 plus 1 égale 2. La venue de Liam Cohen, ça, c'est intéressant aussi. L'année dernière, l'attaque des Buccaneers était 3e pour les verges par la passe dans la NFL. Donc, si cette attaque-là se transmet à Jacksonville, on peut s'attendre à de grandes choses de la part de Brian Thomas. Je suis vraiment excité par Brian Thomas cette saison. Et je pense que, tu sais, on va voir souvent Malik Neighbors devant Brian Thomas dans des classements fantasy. Je pense que la différence, c'est justement la position de carrière. Je suis plus confiant en Trevor Lawrence. Ça fait drôle à dire, mais oui. Je suis plus confiant en Trevor Lawrence qu'au trio de corps qu'on risque de voir les changements là, avec les Giants, avec Winston, Russell Wilson et peut-être même Jackson Dart. Écoute, tout à l'heure, on a parlé de Tyreek Hill, pour son nombre d'enfants avec plusieurs femmes différentes. Là, on va parler de Tyreek Hill, mais sur le terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, âgé de 31 ans, il fait partie maintenant des positions 11 à 20 dans ton top 20 maintenant des receveurs de passe. C'est une chute là, pour Tyreek Hill qui se retrouve en 14e position. Lui, écoute, il y a même des gens qui le prenaient dans le top 5 là, de toutes les positions il y a à peine 2-3 ans de ça. Là. Il est derrière un gars comme Ladd McConkey qui vraiment, l'année dernière, là, a été impressionnant là, comme recrue avec les Chargers de Los Angeles. En 12, on a T. Higgins des Bengals de Cincinnati. En 13, Terry McLaurin qui a été libéré là, par la venue de Jaden Daniels avec les Commanders de Washington. Est-ce qu'il peut répéter son nombre de touchés cette année? C'est ça la grande question dans le cas de Terry McLaurin. Et en 15, derrière Tyreek Hill, nous avons Davante Adams qui... Davante Adams. L'année dernière, il avait d'excellents chiffres au niveau fantasy. C'est juste que parfois, le ballon ne se rendait pas à lui. On avait des difficultés à lui rendre le ballon, mais dans une attaque avec Matthew Stafford, avec Puka Nacua comme receveur numéro 2, je pense que c'est un atout au niveau fantasy Davante Adams. Mais si on s'attarde à Tyreek Hill, oui, 31 ans l'année dernière, receveur numéro 21 au total niveau fantasy. Et c'est pas mêlant, il y a eu moins de points fantasy qu'Adam Thielen. C'est pour vous dire à quel point que vous avez été déçu par Tyreek Hill en 2024. 12 points fantasy seulement par match dans les 6 matchs où il a évolué avec Tua Tagovailoa au poste de quart. Ça aussi, le fait que le corps arrière a changé avec les Dolphins la saison dernière, ça n'a pas permis à Tyreek Hill de connaître du succès aussi. Hill l'a avoué lui-même là, durant l'entre-saison qu'il n'était pas préparé adéquatement la saison dernière. Il veut mieux se préparer. On en a parlé tout à l'heure. Il a perdu 14 livres, il a perdu du poids. Il veut mieux se préparer en vue de cette saison. Il a été blessé également l'année dernière. Il y a une blessure au poignet qui a vraiment venu contrecarrer vraiment une bonne partie de sa saison.
faut pas oublier que c'est son année de contrat aussi à Tyreek Hill. Fait que, il a vraiment à tout intérêt à connaître une bonne saison aussi avec les Mm. Dolphins. J'ai bien hâte de voir parce que en ce moment, c'est le plus gros rabais qu'on a au niveau fantasy. Là. La position 14, il va être hors du top 10, clairement, à la position de receveur de passe, Tyreek Hill, pour la première fois de sa carrière. Il ne faut pas oublier en terminant qu'il est à une saison. En 2023, il avait obtenu 1799 verges et 14 touchés. Ça, c'est hallucinant. C'est juste ça fait pas une éternité, ça fait juste 2 ans de ça. Est-ce qu'il peut revenir parmi le top 10, voire le top 5? Je pense pas top 5, mais je pense que c'est une bonne valeur là, si vous avez, l'âme, le gambler un peu, je pense que Tyreek Hill peut représenter un bon pari pour vous cette année. Moi, je comprends pas comment, quand tu es un athlète professionnel, tu joues dans la NFL, puis tu t'es pas préparé adéquatement pour la saison. Tu sais, bon, je vais le féliciter, j'imagine, pour son honnêteté, mais pourquoi? Pourquoi? Tu sais, qu'est-ce que tu as d'autre à faire? OK? C'est ton emploi d'aller au gym, d'aller à la piste d'athlétisme, de t'entraîner, de courir tes tracés de passe. Tu t'es pas préparé adéquatement. Pourquoi? Mhm. Bon, en tout cas, bon, ça c'est Tyreek Hill. Mais écoute, moi j'ai hâte de voir le genre de saison qu'il va connaître. Il n'a pas arrêté de se plaindre dès la fin de la saison régulière. En tout cas, les Dolphins de Miami, ça c'est une équipe que moi, j'ai pas de Ah ouais. grandes attentes face aux Dolphins pour la saison prochaine. Je sais pas pour toi, là, mais. Effectivement, non, les Dolphins, c'est. Moi, je pense qu'ils vont finir dernier de la division dans l'Est de l'américaine. Ce sera pas serré, là. C'est possible. C'est Je pense possible. que C'est les. vraiment pas une équipe qui s'est améliorée. Non, 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 non. Mais, Et si écoute, pour en revenir au fantasy Ouais. football, maintenant, ouais, on va parler de Garrett Wilson, qui, lui, tu l'as classé en 17e position là, chez les receveurs de passe. Puis là, il va te jumeler avec son meilleur ami, son BFF de l'époque où il jouait pour les Buckeyes d'Ohio State, Justin Fields. Mais ce qu'on remarque là, en fin de classement, là, des positions, surtout 17 et même 20, Marvin Harrison, c'est qu'on a. Marvin Harrison, là, les gens pensaient que c'était la plus belle invention depuis le pain tranché là, la saison dernière. Je pense que c'est une belle valeur à la position 20. Il reste ça demeure un receveur hyper talentueux. On disait qu'il allait vraiment tout fracasser sur la scène dans la NFL lorsqu'il a été repêché. Je pense que c'est une belle. Je pense que sa valeur sera jamais aussi basse qu'en 2025, Marvin Harrison. Reste à savoir maintenant s'il va pouvoir enfin livrer la marchandise. Et Mike Evans, ben, en 16, l'éternel, hein, celui qui a le gant là, de l'Infinity Hmm. Stone, le gant de Thanos avec lui. Mike Evans, on peut se dire qu'il va sûrement ralentir cette année, mais Mike Evans nous a prouvé maintes et maintes fois qu'il est encore capable d'être parmi l'élite à la position de receveur de passe dans la NFL. Cortland Sutton, avec l'an 2 avec Nick, je pense qu'on a ici une resurgence dans son cas. Et Jackson Smith, Njigba, j'ai hâte de voir avec Sam Darnold, mais il devient le receveur de passe numéro 1 des Seahawks de Seattle cette saison. J'ai hâte de voir avec Sam Darnold ce que ça peut donner. Encore là, il y a des points d'interrogation, il y a un peu d'inconnu, mais si on revient à Garrett Wilson, ça aussi, là, c'est un receveur bourré de talent, ça c'est indéniable. Sauf qu'il rejoint justement, il rejoint son ancien coéquipier à Ohio State, euh, Justin Fields. L'année dernière, Didier, en 2024, il a terminé comme receveur numéro 10 au niveau fantasy. Et dans mon classement, il est numéro 17. Il est même plus loin dans certains. Vous allez le repêcher vraiment euh, en bas, là, entre les positions 15 et les positions de 20, la position de receveur de passe. C'est une excellente valeur, selon moi, parce que je pense qu'il est talentueux. L'année dernière, il a été quatrième pour les cibles dans la NFL. Il a été ciblé 154 fois. Et en 2020, avec Justin Fields à l'Université Ohio State, en 8 matchs, 723 verges, 6 touchés. Il n'y a pas vraiment de compétition pour des cibles, pour des ballons dans l'attaque des Jets. Il y a de la compétition, il va en avoir d'autres qui vont avoir des ballons, mais je pense qu'il va devenir le receveur Ouais. numéro 1, la cible numéro 1 de Justin Fields. Donc, pas de compétition pour des ballons. Il y a une chimie évidente avec le corps arrière. Il est talentueux. Il a déjà terminé dans le top 10 au niveau fantasy. Je pense que même que être le receveur numéro 10 au niveau fantasy, ça peut être un plancher pour Garrett Wilson. Et de le repêcher Hmm. hors du top 15 à la position, je pense qu'il demeure une belle valeur. Puis, je ne sais pas pourquoi les gens sont déçus de Garrett Wilson, parce qu'on sait que Justin Fields, lorsqu'il était avec DJ Moore, il a permis à DJ Moore d'intégrer le top 10 également en fantasy. Ouais. Ça a été sa meilleure saison, DJ Moore, avec Justin Fields à Chicago à l'époque. Donc, pour moi, Garrett Wilson, c'est un non-sens qu'il soit si bas.
Mais encore là, ça prouve aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de receveurs de passes qui ont excellé la saison dernière, puis qu'on pense qu'ils sont voués à de grandes choses devant lui. Mais c'est intéressant le cas de Garrett Wilson en vue de la saison 2020. Ouais, je partage son avis. Je vois ça du même œil pour Garrett Wilson en termes de fantasy football pour la prochaine saison. On sait d'une chose de la part de Justin Fields. Bon, il est capable de cibler un receveur. C'est capable de permettre à tous les receveurs de contribuer, de distribuer le ballon. Ça, c'est autre chose. Mais dans le cas de Garrett Wilson, ouais, moi aussi, je peux voir un scénario où il va être productif en termes de fantasy football. Ça a été Comment c'est pour? Ça a été difficile pour qui? Ce classement de receveurs. Là. Après les positions 3, Ah ouais, entre 4 et 10, les gens vont avoir sur les médias sociaux, si mon classement des corps a fait autant réagir, les gens vont avoir des opinions également sur entre 4 et 10, ça peut être interchangeable. Là, j'essaie toujours de réfléchir en me disant, rendu à mon tour, j'ai le choix entre Mike Evans ou Garrett Wilson. Là, évidemment, je tiens à rappeler aux gens que c'est mon classement pour des pools de type redraft. Là. C'est sûr que je prends Garrett Wilson avant Mike Evans dans un pool keeper dynasty. Même chose, probablement Tyreek Hill, Davante Adams aussi. Donc, c'est vraiment là, c'est des pools qu'on recommence à zéro à chaque année. C'est bien important de le spécifier. Mais ouais, c'est quand même un exercice qui est difficile. Même moi, je ne suis pas satisfait de voir Garrett Wilson en 17e place dans mon classement, mais je ne sais pas. C'est ça. Ça a été un bel exercice, mais c'est difficile quand même. Et j'ai hâte de faire les positions 21 à 40 la semaine prochaine. Ouais, ça va être encore plus difficile, je pense. En tout cas, mets-toi au travail dès aujourd'hui, dès qu'on termine l'enregistrement, mets-toi là-dessus, parce que, ouais, effectivement, il y a plusieurs receveurs, tu sais, je regarde ça. Ouais, exactement, tu sais, Courtland Sutton en 19e position, mais tu sais, pourrait peut-être terminer plus haut au classement. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, le travail de gourou fantasy football. Ouais. Puis on est tôt encore, on est juste au mois de juin. Peut-être que une fois que tes camps d'entraînement vont commencer, tu auras plus d'éclaircissement au niveau de certains joueurs, peut-être, avec les blessures aussi, tout ça, les batailles de poste de carrière. Bref, il reste du temps. Il reste du temps. Mais écoute, je te remercie d'avoir mis justement du temps afin de préparer ce top 20. Bonne chance avec les positions 21 à 40. Ce sera vraiment pas plus facile. Mais j'ai hâte que tu nous dévoiles ça la semaine prochaine, Marc-André. Yes, merci. Voilà, ça conclut cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. On espère que ça vous a plu. Puis encore une fois, si vous écoutez le podcast à toutes les semaines, que ce soit via la chaîne YouTube, vous l'écoutez de façon audio sur Spotify ou sur toute autre plateforme, je vous invite à partager les liens que je publie sur les réseaux sociaux du podcast, que ce soit via le compte Instagram du podcast, sa page Facebook ou mon compte Instagram, également mon compte sur TikTok. Je vous invite à partager les publications afin d'inviter vos amis à écouter ou à regarder le podcast à toutes les semaines. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. On se reparle la semaine prochaine.